Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Louis-Dominique Cartouche, héros populaire bien avant son arrestation en 1721, en propageant la légende qui s'en prenait qu'aux riches et qui savait déjouer les pièges de la police. Mais cette vision, romancée et popularisée notamment par le film avec Jean-Paul Belmondo, n'est pas tout à fait exacte. Cartouche était un voleur violent, un tortionnaire sans scrupules qui savait contrôler son image. Vous voulez en savoir plus sur Cartouche? Venez avec moi. Le futur ennemi public numéro un est né à Paris en 1693 dans une famille de tonneliers d'origine allemande, réputée pour sa droiture. Aîné de trois garçons, il est loin de suivre les traces paternelles. Quoique admis au collège de Clermont chez les Jésuites, établissement de la meilleure société, il s'y fait remarquer pour son penchant à voler. Du reste, Cartouche n'a pas 12 ans lorsqu'une correction trop sévère de son père l'a amené à fuguer. La tradition veut qu'il ait été croisé la route d'une troupe de tziganes et s'y soit fondu. L'adolescent y apprend sans doute à jongler, à manipuler des cartes et à faire les poches. On le retrouve plus tard en Normandie, prêt à se faire mousse à bord d'un vaisseau lorsqu'il est reconnu par un oncle de passage à Rouen pour affaires. C'est ce dernier qui le ramène à Paris chez ses parents et lui offre une occasion inespérée de rentrer dans le droit chemin. Apprenti tonnelier, le jeune Louis-Dominique va se montrer un temps aussi consciencieux qu'il était. Enfant difficile et rebelle. Mais c'est l'amour qui cette fois va faire dévier sa nature instable. La jeune fille s'appelle Lison ou Lisette. Elle est jolie, peu farouche et surtout dépensière. On dit que c'est pour assouvir les désirs de sa belle que Louis-Dominique Cartouche aurait renoué avec ses mauvaises habitudes. Sa dextérité était si merveilleuse que les bourses, les tabatières, les bonbonnières, les montres, les bijoux, habilement subtilisés, ne tardent pas à alimenter tous les besoins d'argent qu'il pouvait avoir pour contenter les désirs de Lisette. Le père de Cartouche s'exaspère des agissements de son fils, et d'autant plus que reconnu par un grand bourgeois qu'il avait dévalisé et qui devait devenir son beau-frère, Louis-Dominique fait échouer le mariage de sa sœur. Comme c'est alors l'habitude dans les familles troublées par un mauvais élément, le tonnelier réclame de l'administration royale une lettre de cachet ordonnant l'incarcération de son fils. Reste à piéger Louis-Dominique. Son père l'a fait monter dans une voiture de louage au prétexte d'une course urgente. Cartouche pressent la manœuvre et s'échappe tout juste avant d'atteindre la maison de correction. Il n'y aura plus cette fois de retour possible. Enrôlé sous un faux nom comme laquais chez le marquis de Saint-Acre, il inquiète par la constance de ses gains de toutes sortes de jeux de cartes et se voit interdire l'entrée des différents tripots. Comment dès lors trouver de quoi vivre? Contraint par la police à devenir indicateur, il se fait par la suite adjoint d'un sergent recruteur jusqu'à ce que celui-ci, profitant d'un soir d'ébriété, ne l'enrôle à son insu. Alors on voit le jeune homme faire contre mauvaise fortune bon cœur, espérant trouver sur les champs de bataille d'Espagne une respectabilité qui jusqu'alors lui fait défaut. Il se montre courageux et habile au feu. La guerre de succession d'Espagne achevée, Louis-Dominique Cartouche finit par rentrer au pays. Il rejoint alors, parmi d'autres soldats congédiés, une troupe de bandits opérant sur la Loire. Un soir de beuverie, son capitaine lui lance: Sais-tu, Cartouche, que tu pourrais arriver facilement à la tête de cette compagnie? Figure-toi que je ne sais pas nager. Si tu me jettes au fleuve, j'y serai englouti très sûrement. Pourquoi donner de telles idées à un homme qui pourrait les mettre en application? Cartouche immédiatement bascule le brigand à la Loire. Ainsi devenu chef de bande, on le retrouve bientôt à Paris. Le système financier mis en place par le régent sur les conseils du banquier écossais John Law donne alors aux spéculateurs un sentiment de toute puissance par l'appât du gain. Pour un soldat congédié sans solde, au demeurant fort doué pour la combine, la tentation est forte. Recrutant sa propre bande de complices et d'hommes de main, Cartouche ne tarde pas à mettre sur pied sa petite organisation criminelle. Bien encadrés, bien commandés, ils seront bientôt 2000 et plus. Receleurs, trafiquants, mouchards viennent se joindre au gré des opérations juteuses de cette armée du crime, ainsi que des intendants et même quelques chirurgiens. Bientôt, il n'y aura plus dans Paris de grandes maisons, d'hôtels fortunés, dont les gens ne se sont pas liés à Cartouche. Des complices se recrutent jusque dans le personnel des ministres ou du lieutenant de la police. Le régent en personne ne fait-il pas les frais de larcin opérés sur ordre de Cartouche au profit de Cartouche? On comprend que l'ancien apprenti tonnelier, devenu grand personnage à sa manière, irrite les puissants et réjouisse les humbles. D'autant plus que la rumeur publique se met à lui prêter de beaux gestes envers la veuve et l'orphelin.
sans se faire justicier pour autant et sans pouvoir prétendre au statut moderne de Robin des Bois, Cartouche s'impose comme le vengeur naturel des laissés pour compte. On raconte entre mille anecdotes la mésaventure d'une vieille dame, la maréchale Boufflé, en personne. Un soir d'été, où elle se trouvait seule dans ses appartements, au premier étage de son hôtel, près d'une fenêtre grande ouverte, un jeune homme en profite pour sauter dans la chambre. On raconte les faits rapportés. Enfin, monsieur, que signifie? Je ne vous connais pas. Ah, pardon, madame la maréchale, mais certainement vous me connaissez, au moins de réputation. Je suis Cartouche, et votre serviteur. Au secours! De grâce, ne criez pas, je ne vous ferai aucun mal. Je cherche seulement un gîte pour la nuit, traqué que je suis par la police. N'appelez pas, madame, ce serait inutile. Toute votre demeure a été circonvenue par mes hommes. Je vais donc me coucher dans le lit de veille de votre femme de chambre. Avant cela, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir sonner et de me faire monter par votre maître d'hôtel un quart de poulet froid et du vin de champagne. La vieille maréchale croit raisonnable d'obtempérer. On apporte l'en-cas demandé. Cartouche remercie son hôtesse. Trouvant toutefois le champagne ordinaire, il se permet de vanter celui qu'il a dérobé naguère dans les caves du financier Paris du Vernet. Je prendrai la liberté de vous en faire livrer un panier de 100 bouteilles. Ce qui sera fait. L'histoire s'était en ébruitée, le financier demande à madame Boufflé les bouteilles. Elle refuse de les rendre, estimant les avoir bien gagnées, et la justice lui donnera raison. Ce genre d'histoire et d'anecdotes, on sans doute, fera beaucoup pour donner de Louis-Dominique Cartouche une image aimable et charmante. C'est celle qu'a voulu conserver le cinéma sous les traits de Jean-Paul Belmondo. La vérité oblige à dire, hélas, que de tels épisodes sont l'exception qui confirme la règle, nettement moins agréable, d'un bandit nerveux, cruel, sans état d'âme. Certes, une partie des agressions vise les riches et les nobles de la Régence, cela n'ôte en rien leur violence, ni à l'horreur qu'elles répandent. Devenu l'homme le plus recherché du royaume de France, Cartouche est d'abord arrêté en 1720 et conduit à la prison parisienne de Fort-l'Évêque. Après avoir déchiré le procès-verbal de son interrogatoire, il parvient à s'évader à la barbe de ses gardiens. Encore un épisode assez joli. La procédure judiciaire en vigueur prévoit en cas d'évasion d'un prévenu que l'on appelle le cri public, une annonce légale clamée par l'huissier de la chambre criminelle. Étant donné le caractère dangereux du fugitif, on a cru prudent cette fois de faire entourer le crieur public de tout un cortège en armes. Incroyable mais vrai. Cartouche se présente néanmoins en personne au carrefour de la Croix-Rouge et interrompt impunément la troisième déclamation. Il est vrai que le bandit bénéficie partout dans la population de tant de complicité. Pourtant, le temps passant, l'armée de Cartouche va perdre de son unité, de sa discipline. La nervosité du chef allant jusqu'à des crises de démence, on voit ses propres lieutenants se mettre à se méfier de lui et différer le soin de transmettre ses ordres. Le doute s'installe. Les échecs se font de plus en plus nombreux, jusqu'au soir fatidique où Cartouche et ses principaux complices vont se laisser encercler par négligence, en la nasse de l'hôtel des Marais, réfugiés dans le salon qu'ils ont barricadé. Les hommes de Cartouche subissent un véritable siège. Certes, le chef va parvenir à s'échapper, mais la confiance qu'on lui témoigne diminue. Cartouche, dépourvu désormais du peu de sang-froid qu'il possédait encore, va régner par la terreur. Il ne cesse de se venger des uns, de faire des autres un exemple, mais sans aucun effet, car un de ses principaux lieutenants, ayant rejoint les forces de police, va venir trouver Cartouche en son antre de la courtille. Cartouche trouve encore le moyen, avec la complicité d'un compagnon de captivité, de fuir sa cellule en passant par les caves. Trahi par l'aboiement d'un petit chien sur son passage, il est alors rattrapé, couvert de chaînes et remis sous les verrous. A-t-il perdu de sa superbe? Au contraire, certainement persuadé d'être libéré sous peu par les siens, il affiche à la face des magistrats une morgue qui n'a d'égal que son refus de coopérer. Finalement condamné à mort, il doit être exécuté le 27 novembre 1721, après avoir subi les questions ordinaires et extraordinaires. Une déformation de l'estomac lui ayant épargné le supplice de l'eau, on va le soumettre à celui, non moins atroce, des brodequins, des planches qui lentement serrées broient les jambes du supplicié. Puis on le conduit pour lui faire subir en public le supplice de la roue, un grand échafaud dressé sur la place de Grève. Une foule grisée trépigne dans l'attente du spectacle à venir. C'est alors, tout de même, que l'on voit Louis-Dominique Cartouche perdre de sa suffisance. Pour gagner du temps, il décide de parler.
Il n'avait plus rien à attendre que la mort. Se voyant définitivement abandonné de tous, trahi dans sa dernière expérience, cet homme étonnant, qui ni la prison, ni la torture, ni les habiletés des juges, ni les supplications de sa mère en larmes n'avait pu fléchir. Cet homme soudain s'abandonne, déclare qu'il était prêt à faire des aveux complets, à livrer tous ses complices. Des complices coupables à ses yeux de n'avoir pas tout tenté pour le délivrer. Les personnes citées par Cartouche sont immédiatement arrêtées, chaque fois que possible, et conduites devant lui pour une ultime confrontation. Ainsi va-t-il nommer une fort jolie jeune fille qui était sa maîtresse, et il a dit à son rapporteur, lorsqu'elle fut arrivée, qu'il n'avait rien à déclarer contre elle, que c'était pour la voir, l'embrasser et lui dire adieu. Finalement, le bandit sera roué de coups avec une journée de retard devant une foule qui, malgré le froid, a tenu le pavé. On l'étrangle avant de le placer sur la roue, après quoi, plusieurs jours de suite, les aides du bourreau exhiberont son corps dans un baraquement spécial faisant payer l'entrée 5 sols. Le régime de régence respire. Le nom proche de Cartouche sont des habitués des allées du pouvoir. Pourtant, assez rapidement après l'annonce de son arrestation puis de sa disparition, la légende de Cartouche commence. Sa mort à 28 ans fait de lui un héros martyr du pouvoir royal et des riches. Son histoire est reproduite sous diverses formes, littérature comme avec Alexandre Dumas et les chroniques de la Régence, des poèmes, des chansons populaires et même des pièces de théâtre de la comédie française et de la comédie italienne. En 1725, Nicolas Grandval publie un poème intitulé Cartouche ou le vice puni. Par la suite, sa biographie, souvent romancée, sera maintes fois rééditée tout au long du XIXe siècle. Elle sera même complétée par des images épinales. Mais le cinéma rend l'épopée de Cartouche légendaire, notamment avec le film de Cartouche de 1962 avec Jean-Paul Belmondo. L'incroyable fortune de Louis-Dominique Cartouche s'explique en partie par le contexte historique. À la mort de Louis XIV en 1715, son neveu Philippe d'Orléans n'est pleinement devenu régent de France qu'en faisant casser par le Parlement de Paris le testament du feu roi. Cela se paie au prix fort de concessions importantes à un pouvoir nobiliaire jusque-là contrôlé depuis près d'un siècle. Le système de gouvernement instauré par la Régence a pour effet de déstabiliser gravement la vieille administration royale. Quant aux initiatives financières inspirées par l'Écossais John Law pour réhabiliter les finances catastrophiques, elles aboutissent à la banqueroute et à l'une des plus graves crises qu'ait traversé l'Ancien Régime. Cela n'empêche pas les mieux placés parmi les spéculateurs de constituer rapidement des fortunes sans précédent, véritable appel au crime. À ces défis insurmontables, c'est au demeurant un pouvoir discrédité qui doit faire face. La chute brutale du prestige de la cour, le relâchement des mœurs, la multiplication des excès dans tous les domaines et la faiblesse relative de la police contribuent à des degrés divers à une perte de repères qui favorise toutes les dérives. Louis-Dominique Cartouche n'a simplement été qu'un opportuniste qui a saisi sa chance dans une période trouble. Comme on l'a vu, véritable mélange entre Arsène Lupin et Robin des Bois, Cartouche ne s'attaque qu'aux riches, du moins en théorie, et redistribue une partie de ses revenus aux pauvres et aux nécessiteux. Il a fait trembler la bourgeoisie et la noblesse, ses attaques de carrosse sont nombreuses. Élevé au rang de héros par la population, érigé au rang d'ennemi public numéro un par le pouvoir, toute la police parisienne est à ses trousses. Le 14 octobre 1721, dénoncé par un de ses complices, Cartouche est arrêté et mis à mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, et également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.